Bienvenue à toi, Ashraf. T'es un habitué de la chaîne puisque t'es venu nous voir pour nous parler de ton installation alors on a parlé à la fois de la Malaisie et de ta paye. Là, comme je l'avais annoncé sur la chaîne durant plusieurs lives, nous allons initier une nouvelle série. Cette série qui a pour objectif un petit peu de parler non pas de business, non pas de finance, non pas d'expatriation, mais là, on parle du passé, c'est-à-dire de l'histoire du Maghreb, histoire de connaître un peu plus nos origines, ok. Et donc, à travers ces épisodes, il y aura dans cette série, il y aura différents intervenants, des profs d'histoire, des spécialistes de l'histoire, des passionnés d'histoire que tu es, Ashraf, et qui viendront nous parler donc de différents sujets. Et toi, Ashraf, je crois que tu veux nous parler d'un certain Ibn Khaldoun. Assalamu alaikum, déjà. Donc, Ibn Khaldoun, c'est un penseur musulman du XIVe siècle, donc qui est né en 1332 et qui est mort en 1406. C'est un personnage du Maghreb et du monde islamique qui est beaucoup trop sous-estimé comparé à sa contribution à la science historique. Alors, c'est quelqu'un, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a porté beaucoup de chapeaux dans sa vie. Il a été secrétaire personnel de plusieurs sultans et gouverneurs. Il a été chambellan, il a été professeur, il a été qadi, c'est-à-dire juge suprême. Il a même participé à des guerres par lui-même. Il a recruté des mercenaires, il est ambassadeur et il a aussi fait de la prison plusieurs fois. Ouais, donc il a vraiment eu plusieurs casquettes. Hein. Voilà, c'est ça. Il a eu une vie très agitée et surtout, il est né à une époque où 3 grandes catastrophes avaient frappé le monde musulman. C'est-à-dire la Reconquista à l'ouest, en Espagne. Donc l'Espagne qui arrête d'être musulmane définitivement un siècle après sa mort. On a la peste noire. Okay. La peste noire qui a fait beaucoup plus de dégâts que la pandémie qu'on est en train de vivre actuellement. Qui a frappé surtout l'Europe, c'est ça? Qui a frappé surtout l'Europe, mais qui a beaucoup frappé l'Afrique du Nord aussi. D'accord. Les 2 parents d'Ibn Khaldoun sont morts de la peste noire. Et beaucoup de ses professeurs aussi à Tunis. Ça a beaucoup frappé le Caire également. Enfin, même la ville de Marrakech est devenue une ville fantôme à cause de la peste. Ah, carrément. Ouais. Ah ouais, ok. Ça a vraiment décimé toutes des civilisations entières. Une échelle qui, en termes de mort, est bien pire que ce qui se passe aujourd'hui. Le génie d'Ibn Khaldoun, c'est que c'est un penseur qui a, en gros, été l'un des précurseurs de la sociologie. Il ne voit pas simplement l'histoire en tant que liste d'événements ou de témoignages de personnages qui ont vécu des périodes historiques, mais il veut analyser le pourquoi et le comment de l'histoire. Pourquoi est-ce que telle civilisation a monté à tel moment et pourquoi elle a été leur développement et leur déclin, quoi. Exactement. Et lui, il pense que l'histoire, en fait, suit des lois un petit peu comme les lois physiques. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement cyclique, quoi, de montée, voilà, stabilisation et de redescente. Voilà, exactement. En gros, pour faire très bref, sa thèse, c'est la sagesse un petit peu célèbre qui circule un petit peu. Qu'en gros, les époques difficiles créent les grands hommes. Ouais. Les grands hommes créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des époques difficiles. Et ça fait un cycle, quoi. Ça signifie qu'en gros, quand plus tu es en difficulté, plus ça va te durcir finalement. Exactement. Plus ça te durcit, plus tu vas développer et mettre en place toute une civilisation, une génération, une vie agréable. Du coup, les enfants de cette personne-là, très souvent, ils vont pouvoir profiter de tout ce travail de leurs parents qui ont mis tout ça en place, qui ont galéré, ainsi de suite. Mais parfois, ils vont dilapider un peu tout ça. Et ils vont rendre ensuite à leurs propres enfants
la vie, une vie beaucoup plus difficile. Et donc, ça revient à chaque fois. C'est à peu près ça l'idée? Voilà, et ça recommence, et c'est applicable à, enfin, vraiment à peu près toutes les grandes périodes historiques. En fait, une fois que tu as lu Ibn Khaldoun, tu le vois à peu près partout. Alors, si j'ai bien compris, Ibn Khaldoun a, comme tu nous l'as présenté, a eu donc différentes casquettes, mais aussi a connu les différents royaumes du Maghreb. Exactement. Il a travaillé en gros dans tous les pays du Maghreb. Enfin, dans tous qui sont actuellement les pays du Maghreb. Il a travaillé en Ifriqiya, à Tunis, pour le sultan Tunis, local. Ouais. Ensuite, il est allé à Fès pour la dynastie mérinide. Ensuite, il est parti à Grenade, en Espagne, qui était encore musulmane à son époque. Puis, il est parti à Béjaïa. Ouais. Il y avait un royaume à ce moment-là? Il y avait un royaume, effectivement. Ensuite, un court passage à Constantine, qui n'est pas très loin. Ensuite, Tlemcen. Ensuite, il en a marre de passer avec toutes les intrigues de palais, toutes les jalousies, toutes les luttes de pouvoir, il en a un peu marre et il se retire à Ibn Salama, à l'ouest de l'Algérie. D'accord. C'est au port du Sahara, à l'ouest de l'Algérie. Et c'est là qu'il écrit son chef-d'œuvre, Al-Muqaddimah. Il a également passé assez souvent à Biskra, que tu connais bien. Ah bon? Ouais. Il s'entendait très, très bien avec les tribus locales. Voilà, c'est intéressant. Une histoire. Il a aussi rencontré Ibn Battuta. Intéressant. Ça fera l'objet aussi d'épisodes, ça, Ibn Battuta. Grand explorateur, méconnu aussi. Méconnu aussi. Et en fait, c'est assez drôle. Il vient de Tanger. Voilà, qui nous vient de Tanger. Et ils se sont donc rencontrés à Fès dans la cour du sultan. Jusqu'à Ibn Khaldoun, l'histoire se base beaucoup sur les chaînes de transmission. Oui. C'est la tradition d'ailleurs musulmane. Et même tradition en Afrique. Voilà, c'était même partout. Voilà. Et lui est très, très sceptique par rapport à ça parce que les gens peuvent très facilement enjoliver des légendes pour avoir les faveurs d'un roi. En fait, le Muqaddimah, il a commencé à l'écrire quasiment purement de mémoire. C'est-à-dire que lui, il est aux portes du Sahara, il n'y a pas de bibliothèque comme à Tunis ou d'autres grandes villes du Maghreb, et lui-même dit qu'il a été touché par l'inspiration. Ah oui, impressionnant. Il écrit son Muqaddimah en juste 5 mois, ce qui est vraiment incroyable en fait. Ouais, parce que c'est un pavé le truc. C'est vraiment un pavé. Juste l'introduction, c'est à peu près 1000 pages. Juste l'introduction, elle est à 1000 pages. Voilà, juste l'introduction. Ah ouais. C'est l'introduction en fait au Kitab al-Ibar, donc le livre des exemples, qui est censé être une compilation historique de l'histoire des Berbères, des Arabes et des Perses. D'accord, ça va être l'objet justement de notre épisode aujourd'hui. Voilà. Et donc quoi, tu disais et donc il revient à Tunis. Il revient à Tunis. Il revient à Tunis, parce qu'il ne dispose pas des ressources documentaires pour compléter son Muqaddimah. Il y a encore une fois beaucoup d'intrigues de palais, etc., etc. Il veut en fait échapper à tout ça et il s'en va en Égypte en disant le sultan, lui, ne veut pas qu'il s'en aille. Et lui ment, si tu veux, entre guillemets, en disant qu'il souhaite faire son pèlerinage à la Mecque. Et à l'époque, aucun roi n'a le droit de refuser cette demande. Et du coup, il s'en va au Caire. Et il est reçu par la cour Mamelouk. À l'époque, l'Égypte est l'empire Mamelouk en Égypte est dans un bien meilleur état économique que le Maghreb. Enfin, le Caire à l'époque, c'était l'une des plus grandes villes du monde musulman. Et donc, il devient juge et professeur au Caire. Il suscite aussi beaucoup de jalousie là-bas, comme d'habitude. Et autre chose qui l'affecte très durement dans sa vie, sa femme et ses 5 filles périssent dans un naufrage. Waouh!
Ouais, le Et pauvre. enfin, pour dire qu'il a vraiment eu une vie. Enfin, il est allé plusieurs fois en prison. Ses parents sont morts de la peste. Enfin, Ouais, il a il vécu n'a un pas été trick sur gâté. un coup de palais, etc. Les Mongols commencent à envahir le pire des Mamelouks et ils arrivent jusqu'à Mhm. Damas et ils se retrouvent coincés là-bas. Et c'est là qu'ils rencontrent le tyran Tamerlan, grand tyran mongol. Et sachant que les Mongols, enfin, Ça ça blaguait pas. rigolait pas. Eux, quand ils envahissaient, qu'il y avait une sorte de résistance contre leur invasion, eux exterminaient tout le monde et détruisaient toute la ville. Enfin, c'est comme ça Ouais. qu'ils ont détruit Bagdad un peu plus tôt. Et c'est à ce moment-là que Ibn Khaldun rencontre un moment Tamerlan et discute avec lui et négocie avec lui pour ne pas détruire Damas. Mhm. Intéressant. Et pour lui, et pour Tamerlan, Ibn Khaldun est quelqu'un d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui vient du Maghreb. Oui, Et pour Tamerlan, le Maghreb, c'est une contrée exotique parce que lui, il vient d'Asie centrale. l'Asie centrale. Je crois qu'il Et l'avait donc, même lui, capturé et il voulait lui faire la peau, quoi. Et quand il a échangé avec lui, il s'est rendu compte que l'homme est très brillant, ainsi de suite. Il lui dit bon, bah, ok, on va tranquillement, on va voir ce qu'on peut faire avec lui, ainsi de suite. Il va lui donner une mission et je crois Abdul Khaldun, c'est comme ça qu'il va s'échapper, comme ça. Il va lui dire ok, je vais partir en mission et il va s'échapper comme ça, grosso modo. il s'échappe plusieurs fois comme ça, Ouais, c'est ça. en mettant une Bah, sorte tu de me diras, bouffette. en, ouais, en même temps, il en a vu des sacrés C'est ça. numéros. C'est ça. Donc, il lui fait toute une introduction sur la région du Maghreb. Et le truc, c'est qu'il est dans un grand dilemme. C'est que lui Mhm. est originaire du Maghreb. Et en lui faisant cette présentation, il donne toutes les clés à Tamerlan pour envers le Maghreb et tout détruire. Ah oui, d'accord. Et comme il connaît un petit peu sa réputation de grand massacreur, lui, il n'a pas vraiment le choix, en fait. Mhm. Donc, il va Et lui livrer. finalement, enfin, voilà, il va lui faire une introduction du Maghreb, il va lui en parler, etc. Et finalement, ça se produit pas. Les Mongols vont pas aller beaucoup plus loin. Et Mhm. il réussit à négocier que les Mongols épargnent Damas. Mhm. Et puis les Mongols finalement ne tiennent pas leurs promesses et toute la ville est détruite. Saccagé. C'est là qu'il revient au Caire et qu'il passe le reste de sa vie et qu'il s'éteint en 1406. Mais cette rencontre avec Tamerlan enfin, c'était à la fois terrifiant pour lui et très entre guillemets excitant parce que lui a beaucoup écrit sur l'histoire et il sait que devant lui il a quelqu'un qui fait l'histoire. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire À ce quelqu'un. moment-là, il avait déjà écrit Muqaddimah et il va écrire après cette rencontre, il va continuer ou il va Oui, oui, alimenter peut-être. tout au long de sa vie, il va compléter Ah oui, c'est pour son, ça. D'accord. son Muqaddimah. Ouais. Muqaddimah. Donc, c'est C'est vraiment un vraiment recueil historique, ouais, Mhm. comme il en existe très peu, quoi. Voilà. Et juste pour resituer Ibn Khaldoun, lui, à la base, donc il est né, je crois, donc, à Tunis ou en Tunisie. Et donc, Il comme est tu l'as net. dit, il s'est Mhm. éteint au Caire. Mais Mhm. lui, il n'est pas d'origine. Ses parents ne sont pas maghrébins. Lui dit qu'il vient d'une tribu de Hadramaut, du Yémen, qui a émigré en Andalousie, à Séville et Mhm. Chmilia. Lui, donc, faisait partie d'une famille arabe bourgeoise qui vivait à Séville et qui a dû En partir Andalousie. pour la Tunisie après la Reconquista. Le Maghreb est berbère ou arabe ou autre. En fait, il y a une loi qui est vraiment une constante dans l'histoire, c'est Mhm. que les langues voyagent, les gènes voyagent beaucoup moins. Mhm. C'est-à-dire que Intéressant. l'arabe en tant que culture avec sa religion, l'islam et sa langue a effectivement voyagé vers le Maghreb Mhm. et beaucoup de gens se sont arabisés.